reprendre nos débats pour la table ronde numéro 3 qui s'intitule donc Financer la transition des pays émergents, l'enjeu des financements mixtes. C'est vrai que on le sait qu'à l'occasion donc du sommet pour un nouveau pacte financier mondial, la place de Paris a confirmé sa mobilisation justement pour lutter contre le réchauffement climatique, préserver la biodiversité, le bien-être social et accroître le financement de la croissance et de la décarbonation justement dans ces pays émergents et en développement. Il y a effectivement beaucoup de besoins. On va en parler dans cette table ronde. Alors cette table ronde, elle sera modérée par Cécile Goubet, la directrice générale de l'Institut de la finance durable. Je vous demande de l'applaudir. À ses côtés, nous aurons le plaisir d'accueillir Jean Boissineau, il est directeur adjoint de la direction de la stabilité financière à la Banque de France et secrétaire général NGPF. Merci beaucoup d'applaudir Monsieur Jean Boissineau. Également parmi nous, Vanessa Holz, vous êtes CEO Bank of America. Merci d'applaudir Vanessa. Amélie de Montchalin sera également parmi nous. Vous êtes représentante permanente de la France à l'OCDE. Merci de l'applaudir. Rémi Rio, directeur général de l'AFD, nous fait le plaisir de sa présence. Et nous accueillons Lionel Zinsou, donc ancien Premier ministre du Bénin, fondateur et managing partner de South Group. Merci de l'applaudir. Cécile, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci à nos intervenants d'être présents avec nous pour traiter de ce sujet absolument clé pour la réussite de la transition écologique au niveau mondial. Les conclusions effectivement du sommet pour un nouveau pacte financier mondial de juin 2023 étaient très claires et soulignaient le rôle crucial de la mobilisation des financements privés pour réussir la transition et préserver la biodiversité. Et le financement mixte en combinant ces financements publics et privés apparaissait clairement comme une solution qui pourrait permettre d'engager cette dynamique de flux de financement vers les pays émergents. C'est une solution qui offre par ailleurs de belles perspectives pour la transition écologique dans les émergents, avec déjà une très forte montée en puissance ces dernières années. Son déploiement soulève de nombreux défis à relever et une coordination importante des différents acteurs agissant pour le financement de la transition dans les émergents. Et vous êtes les représentants d'une grande partie de ces acteurs. Donc je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Donc pour en parler, nous avons l'honneur d'accueillir Amélie de Montchalin. Donc vous êtes effectivement représentante permanente de la France à l'OCDE, mais également présidente du Centre de développement de l'OCDE. Ce centre compte 25 pays membres de l'OCDE et 25 pays non membres de l'OCDE. Et votre présidence a pour priorité de faciliter la reprise des flux de financement de l'OCDE, des pays de l'OCDE riches en épargne, vers les pays en transition, riches en besoins d'investissement. Vous avez par ailleurs été très fortement impliqué dans la préparation du sommet pour la paix au mois de juin, qui a donné lieu à l'établissement du Pacte de Paris pour les peuples et la planète, dont le secrétariat est également hébergé à l'OCDE pour soutenir le travail de 55 pays membres qui se sont réunis d'ailleurs au niveau ministériel à Washington lors des assemblées de printemps. Bienvenue. Jean Boissineau, vous êtes le directeur adjoint de la direction de la stabilité financière à la Banque de France, mais également secrétaire général du NGFS. Vous avez été impliqué de longue date, avant même la COP21, dans le développement de l'agenda changement climatique du secteur financier. Après avoir longtemps été au Trésor, vous êtes désormais à la Banque de France. Vous avez notamment la responsabilité du NGFS, qui est une initiative qui rassemble actuellement 140 banques centrales et superviseurs et qui collaborent au développement de moyens de leur action climat. La présence d'un banquier central sur ce panel n'est ni habituelle ni anodine, mais vous êtes là parce que le NGFS a publié en fin d'année dernière un rapport plutôt inattendu pour une initiative qui rassemble des banques centrales et des superviseurs sur justement la blended finance, et nous sommes très heureux que vous puissiez nous en parler aujourd'hui. Rémi Rioux, vous êtes directeur général de l'AFD et président du comité exécutif de finances en commun. L'Agence française de développement est, comme vous le savez, une banque publique de développement qui finance et qui accompagne et accélère
également la transition vers le développement durable de plus de 150 pays du Sud et dans les Outre-mer. Et le réseau Finance en commun est un réseau mondial qui aujourd'hui rassemble 530 banques publiques et de développement avec l'objectif d'aligner les flux de financement sur l'agenda 2030 et l'accord de Paris sur le changement climatique. Bienvenue également. Lionel Sinsou, vous êtes ancien Premier ministre du Bénin et fondateur et managing partner de Southbridge Group. Vous êtes économiste et vous êtes également le fondateur de Southbridge, qui est une banque panafricaine de conseil et d'investissement avec dans son ADN la volonté de pouvoir financer le développement et la transition écologique, notamment du continent africain. Et Vanessa Holtz, vous étiez dans la task force de Bank of America pour créer une nouvelle entité de trading européenne à Paris à la suite du Brexit. Vous dirigez Bank of America Securities Europe depuis décembre 2021 et vous êtes également responsable Pays France. Le bureau parisien ne cesse de monter en puissance depuis le Brexit, tant pour vos activités de trading que de banking. Bank of America a par ailleurs été impliqué au plus haut niveau sur les derniers événements internationaux sur les sujets qui nous occupent aujourd'hui de la transition écologique et plus particulièrement pour les pays en développement, notamment lors du sommet de juin. Vous êtes également membre du conseil d'administration de l'IFD. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Alors, comme on vous l'a déjà rappelé, pour les questions, vous pouvez passer par l'application, le QR code, de façon à ce qu'on puisse recevoir vos questions et les poser aux panélistes. Donc, n'hésitez pas à vous servir de ce QR code. Pour commencer, peut-être une petite mise en perspective, on va dire. Amélie Montchalin, une première question pour avoir les bons ordres de grandeur. Quand on parle de financement de la transition dans les pays émergents, de quoi parle-t-on? Combien? À quelle échéance? Voilà, je vous laisse la parole. Alors, bonjour et merci de votre invitation et merci à mes voisins de part et d'autre. On se rencontre, nous, beaucoup, parce qu'on travaille beaucoup ensemble pour résoudre le sujet du jour. Et je pense que c'est vraiment important que on puisse partager nos raisonnements, nos réflexions et nos besoins avec des audiences plus larges. De quoi on parle? Aujourd'hui, dans le monde, l'investissement annuel pour les énergies renouvelables, c'est 2000 milliards de dollars, 2 trillions de dollars. C'était en 2015 1000 milliards, 1 trillion. Donc on a doublé depuis 2015 dans le monde les investissements pour les énergies renouvelables. Donc on pourrait se dire c'est formidable. Le seul petit problème, qui n'est pas un petit problème mais qui est un énorme problème, c'est que ces investissements ont eu lieu massivement dans les pays développés et en Chine. Si on prend le monde qui n'est pas la Chine et les pays de l'OCDE, donc les pays développés, le volume de financement des ENR est stable depuis 2015. Il n'y a pas de croissance. D'autres chiffres pour le montrer, entre 2020 et 2024, les pays dits émergents et en développement ont capté seulement 7% des financements pour la transition énergétique mondiale. Ce qui veut dire que plus de la moitié de la planète vit dans des pays où les flux financiers privés et publics n'arrivent pas pour financer assez vite la transition énergétique que nous voulons réussir. Pourquoi c'est un problème ? Parce que le CO2 n'a pas de frontières. Et que donc, si nous sommes net zéro un jour en Europe en 2040, en 2050, on l'espère, on y travaille, si nous n'avons pas aidé l'Inde, l'Indonésie, l'Afrique du Sud, qui sont aujourd'hui des pays et des économies qui sont massivement dépendantes du charbon à faire leur transition, eh bien, le Groenland continuera de fondre, les effets climatiques seront aussi importants et donc nous aurons échoué. Et donc, le point de départ, c'est que nous sommes devant un vrai bien public mondial, nous sommes devant un vrai enjeu mondial. Néanmoins, nous avons des pays, des frontières et des flux financiers qui, eux, ont des tuyauteries qui ne sont pas mondiales. Et donc, nous devons très activement financer une transition qui ne pourra pas se faire en dépendant seulement des financements domestiques. Donc ça, c'est le point de départ et qui était le point de départ du sommet du mois de juin. En volume, jusqu'on est en tête les grandes masses. Grâce à l'Agence française de développement et tous les partenaires de l'aide publique au développement, nous avons désormais un volume annuel mondial de 200 milliards d'aide publique au développement dans le monde. Nous avons aussi, vous le savez, à peu près maintenant 100 milliards de finances climat de la COP. Il faut bien avoir conscience qu'une partie des 200 milliards et des 100 milliards sont les mêmes. Il y a un peu de double comptage et c'est pas grave parce qu'il est très favorable que des financements pour le développement favorisent également le financement pour le climat et inversement. Maintenant, si on regarde la finance privée que ces deux flux mobilisent,
Dans les 100 milliards de finances climat, on est aujourd'hui à 84, 85 milliards, dernièrement comptés. Seulement 14 milliards étaient du privé. Dans les 200 milliards de l'aide publique au développement, l'OCDE considère que ces 200 milliards aujourd'hui arrivent à mobiliser 63 milliards de finances privées. Donc on est sur des masses, on est à moins de 100 milliards de finances privées catalysées par des financements publics pour servir cet agenda de bien public mondial. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des financements purement privés, mais si on regarde les pays en dehors du G20, il faut quand même aujourd'hui bien être conscient que très peu d'investisseurs privés y vont sans aucune garantie publique, ce qui veut dire qu'ils y vont pas. Donc voilà un peu les masses. Il faut aussi avoir en tête qu'on est face à juste un immense problème de plomberie. Nous ne manquons pas d'argent. Les marchés financiers mondiaux, c'est 460 trillions. Donc si on se dit qu'on doit, pour notre développement de la planète, c'est ce que dit Antonio Guterres, que cette aide publique au développement, pour soutenir les objectifs de développement durable de 200 milliards, il faudrait globalement la multiplier par 10, arriver à 2 trillions. Les flux de financement purement pour le climat et l'énergie, aujourd'hui, donc la finance climat telle que comptée pour la COP 100 milliards, il faudrait la multiplier elle aussi par 10. Arriver donc à 1 trillion. Si on fait la somme des deux, on est entre 3 et 4 trillions au niveau mondial pour atteindre tous les objectifs qui ont été pris au niveau public pour atteindre ce qui est considéré comme ce que nous devrions faire pour avoir moins d'inégalités et une meilleure situation climatique. 4 trillions. Les marchés financiers mondiaux, c'est 460 trillions. Donc on a un problème de plomberie parce qu'on a 1% de nos marchés financiers mondiaux à orienter vers des besoins. Et aujourd'hui, on n'y arrive pas. On est 10 fois plus petit que ce qu'on devrait. Et donc c'est ça le défi. Et c'est là que je crois qu'on a besoin d'une mobilisation collective. Je vous remercie. On voit effectivement à quel point à la fois les enjeux et les sommes sont, les enjeux sont colossaux, les sommes aussi, mais finalement au regard du marché financier international, pas tant que ça. Mais on voit bien effectivement la nécessité d'avoir une mobilisation des initiatives tant publiques que privées au niveau global et local. Nous allons maintenant discuter de la façon dont l'action peut être organisée justement pour régler cette question de tuyauterie au niveau international et auprès des différents acteurs. Donc effectivement, peut-être pour commencer par les instances internationales, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Amélie de Montchalin, comment l'OCDE s'est saisie du sujet et préciser un petit peu votre action, notamment au travers du DAC Community of Practice on Private Finance for Sustainable Development, et quelles actions vous portez en tant que représentante aussi de la France? Alors très rapidement, moi en tant que représentant de la France, la première chose que je porte, c'est ce pacte de Paris pour les peuples et la planète, qui a été donc rejoint par 55 pays suite au sommet du mois de juin dont il a été fait mention ici à Paris. L'objectif, c'est 1, on n'oppose plus développement et climat. 2, on laisse les pays choisir leur stratégie de développement et de climat. 3, on mobilise au mieux les outils publics, notamment en réformant les banques multilatérales. Et je pense que Rémi pourra vous dire à quel point aussi les banques publiques, et pas que les banques publiques de développement, ont un rôle à jouer. Et puis 4, on mobilise la finance privée. Ça fait un agenda. L'OCDE, sur les 4 dimensions, est particulièrement pertinente. Et on a une filiale à l'OCDE qui s'appelle l'Agence internationale de l'énergie, qui est, je crois, la boussole que beaucoup d'acteurs connaissent maintenant très bien, pour notamment savoir ce qu'on doit financer et où, pour tenir ce qu'on appelle les coûts d'abattement, c'est-à-dire que les coûts marginaux soient les bons. Ça ne sert à rien d'aller se lancer dans des transitions très coûteuses si on a des tonnes de CO2 qui sont le fruit de centrales à charbon que l'on sait remplacer dans des pays où il y a très vite des dynamiques positives. Au niveau mondial, la partie publique, les banques multilatérales, les agences de développement, ça c'est un agenda qui au fond les 80 ans de Bretton Woods, et on se rend compte que le système de Bretton Woods doit évoluer. Juste que vous ayez en tête qu'aujourd'hui, ni la Banque mondiale, ni le FMI n'ont le mot climat dans leur mandat. Du côté des banques publiques, grâce à l'action de Rémi, heureusement, ça avance beaucoup plus vite. Donc ça, l'agenda public, il est très lié à l'agenda de Bretton Woods, et il est bien connu. L'agenda de la finance privée mobilisée par des outils publics, il est beaucoup plus diffus et il est honnêtement beaucoup plus naissant. C'est un débat qui existe beaucoup sur les tribunes de chefs d'État. Il est au cœur de la COP. Il sera au cœur de la COP à Bakou dans quelques mois, puisque pour financer la transition, tout le monde se rend bien compte que l'argent public seul ne suffira pas. Néanmoins, il est très peu dans la régulation financière. Il est de manière émergente dans les travaux des banquiers centraux. Donc là, il y a un agenda aujourd'hui très diffus qu'il faut qu'on arrive à organiser en ayant des demandes collectives beaucoup plus simples et beaucoup plus partagées. Et aujourd'hui, ce dialogue-là, il faut bien le dire, il est encore très très émergent. Et donc il n'y a pas d'institution
public, il n'y a pas de dialogue multilatéral structuré. L'OCDE fait effectivement des choses autour de l'APD, puisque nous sommes les comptables de l'aide publique au développement dans le monde, et donc, mais ça reste très très marginal par rapport aux besoins. Merci beaucoup pour cet éclairage. Jean Boissineau, en tant que secrétaire général du NGFS, je vais terminer par y arriver avant la fin de la table ronde, pouvez-vous nous en dire plus sur le rôle du NGFS qui a été lancé même avant, du coup, lors du One Planet Summit de 2017 ? Oui, merci beaucoup Cécile et merci de m'avoir invité effectivement à présenter la perspective de la communauté des banquiers centraux sur cette question. Le point de départ du NGFS, il y a maintenant un peu plus de 6 ans, c'était de se dire, comme banque centrale, on sent bien qu'il va y avoir des choses qu'on va devoir développer, des politiques qu'on va devoir mettre en œuvre, et en même temps, concrètement, c'est assez compliqué à faire, et il nous manque beaucoup des outils. Donc c'est vraiment une plateforme de collaboration pour construire les outils, le NGFS. Et de ce point de vue-là, ça peut vraiment paraître surprenant qu'on se soit intéressé à la question des financements mixtes, hein, parce que beaucoup de mes membres, quand on a commencé à se poser cette question, se disaient mais c'est pas un outil pour une banque centrale. Voilà, ça concerne un tas d'autres gens, mais c'est pas un outil pour une banque centrale. On a travaillé, le NGFS s'est lancé sur le sujet à la faveur de 3 constats. Le premier constat, et Amélie en parlait à l'instant, c'est que la transition, elle est globale ou elle est pas. Et donc, si on fait chacun notre travail dans notre pays, à la fin, probablement que la somme ne sera pas une transition suffisante. Le deuxième sujet, quelque part, c'était de se rendre compte également que sur la finance blended finance, enfin les financements mixtes, toutes les discussions qu'on peut avoir à la fin, ça se termine par ça ne marche pas parce que quelqu'un qui n'est pas dans la pièce a la clé. Et voilà. Et donc il y a une sorte de solution magique qui est d'habitude les absents ont toujours tort, là c'est les absents ont toujours la clé. Et le NGFS s'est dit comme banque centrale on peut jouer un rôle au fond dans notre capacité à mettre tout le monde autour de la table et à avoir cette discussion qui était une discussion essentiellement au départ en se disant qu'est-ce que nous, banquiers centraux, nous devons savoir à propos de ça, ou nous, superviseurs, nous devons savoir à propos de ça. Et on se rend compte en fait qu'il y a pas mal de sujets suivant qu'on soit un banquier central d'un pays émergent, d'un pays en développement, d'un pays avancé, un superviseur de droite et de gauche. Donc en fait voilà, on a voulu mettre tout ça à plat, et mettant tout ça à plat, on s'est rendu compte que en fait il y avait beaucoup de choses qu'on pourrait faire mieux collectivement, pour autant que on s'assied tous autour de la table. Donc on a ex post validé l'approche. Donc voilà, c'était au départ un travail qui n'avait pas d'ambition particulière, juste de savoir ce qu'on voulait en retenir pour nous, mais qui nous a semblé suffisamment utile pour à la fin le verser dans le débat public. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Rémi Rioux de l'agence de l'AFD. Le rôle des banques publiques de développement est évidemment fondamental pour accélérer sur le financement de la transition écologique. Côté AFD, comment vous organisez vos actions et dans quel cadre de collaboration internationale, ou même si on a déjà effleuré le sujet? Bonjour à tous, merci de l'invitation. Je vais aller dans le sens d'Amélie, bien sûr, et je reviens de Washington, là, comme peut-être certains d'entre vous, où avaient lieu les comités de printemps du FMI et de la Banque mondiale, pour dire que ce débat, qui est en fait par beaucoup d'aspects nouveaux, fait rage maintenant dans tous ces cercles internationaux. Et je dirais le sujet de la blended finance, c'est à la fois effectivement faire développement et climat ensemble, c'est le premier type de blending, et puis faire public et privé ensemble. Il faut bien comprendre en partant d'un monde beaucoup plus simple et où ce système avait quand même été décidé, défini pour faire du développement et pour le faire principalement par des canaux publics et dans un certain nombre de pays considérés comme en développement, dont l'objectif était de les ramener finalement, et que tout le monde soit français à la fin. Et puis comme ça, tout était réglé, il n'y avait plus de problème. Tout ce monde-là, évidemment, en 2015 a
a explosé, hein, et on est seulement en train de remettre à jour, je dirais, à la fois les mandats de ces institutions, et puis derrière le mandat, c'est important quand même, hein, parce que c'est des institutions publiques, donc elles fonctionnent aux objectifs qui leur sont assignés par leurs actionnaires publics, et puis effectivement toute la plomberie en dessous. Donc la bonne nouvelle, c'est que tout ça est extrêmement actif, même si encore un peu frustrant. Donc le nouveau mandat, finalement, c'est comment passer de ce monde du développement rehaussé de la finance climat à un nouveau mandat où on soit capable de financer ces biens publics mondiaux, notamment la réduction des émissions. Mais il faut aussi, je reviens toujours là-dessus, il faut aussi financer ce que personne ne va financer. C'est-à-dire le discours où on passe de financement public pour le développement à les marchés et la finance privée va tout financer partout, je crois qu'il est difficilement audible comme ça. Donc il faut transformer le système dans un système qui est capable de continuer à financer ce que personne ne finance, encore peut-être, ou ne financera jamais, et puis évidemment avoir le droit, ce qui n'est pas complètement clair aujourd'hui, d'utiliser une partie des ressources publiques pour faire le levier le plus puissant possible sur les fonds et les financements privés. Et je dirais c'est pas qu'un sujet de 1% contre 99%, parce que quand bien même on rendrait positif pour le climat le 1% de transfert vers les pays du Sud, il reste quand même 99% qui détruisent la planète, hein, quand même. Donc faut situer ça aussi dans une problématique plus générale. Et notre contribution, puisque vous m'interrogez sur l'AFD, ça a été depuis maintenant très activement depuis 2020. Donc d'essayer de bien identifier, je dirais, la part publique de la blended finance, finalement. C'est-à-dire la composante, alors pas celle des banques centrales, mais je dirais la composante qu'apportent les financiers publics dans tous ces mécanismes, on pourra y revenir, très nombreux, qu'on résume par le mot de finance mixte. Et donc c'est ce mouvement qu'on appelle FIX, to fix it, finance en commun, un système qui rassemble toutes les banques publiques de développement depuis la Banque mondiale, où le débat est là, jusqu'à la Caisse des dépôts, hein, quand même, et jusqu'à toutes ces institutions nationales, de telle sorte qu'on ait une machine, je dirais, de financement public qui soit capable de cofinancer avec le privé, ou d'apporter le complément nécessaire, et puis surtout qui soit capable d'originer le nom, parce que on pourrait avoir tous les trillions nécessaires. Le problème, c'est qu'il n'y a pas les projets. Hein, donc, et sauf à ce que des gens viennent les faire dans tous les pays dont on parle, il va quand même falloir sans doute une part publique pour rendre ces projets finançables par le privé. Donc c'est ça qu'on fait. On s'est réunis à 4 reprises. On va, si confirmation, se retrouver en Chine au mois d'octobre. C'est pas que les banques publiques, hein, c'est avec tous ceux qui souhaitent travailler avec elles. Et je suis heureux d'être ici parce que j'espère qu'on aura une discussion plus profonde, encore plus riche, avec les acteurs de la place sur ce sujet, comme on l'a déjà avec les banques américaines. Brian Moynihan était là à la réunion sur FIX au sommet de Paris en juin. Je viens de voir Larry Fink, je viens de voir Jamie Dimon. Donc il y a quelque chose là à saisir, à construire, à leverager, qui est cette composante publique de la blended finance. On est en train de l'amener à la lumière. Et ensuite, évidemment, il faut l'organiser, il faut les bonnes méthodologies, il faut des bonnes incitations. Mais on est à l'échelle de ce dont nous parlons. Merci beaucoup. Et effectivement, comme vous le savez, on a un groupe de travail au sein de l'IFD aussi justement pour mobiliser la place sur ces sujets-là. Peut-être je me tourne maintenant vers Vanessa Holt. Bank of America a un engagement quand même qui est très clair sur le financement de la transition écologique dans les pays émergents. Et vous avez effectivement souligné une problématique qui fait écho aux propos précédents, qui est que ce n'est pas tant les moyens disponibles en fait qui sont problématiques, mais de savoir s'il est possible en fait de bien s'organiser pour mobiliser l'ensemble du système financier pour relever le défi. On retrouve un peu cette question de tuyauterie. Pouvez-vous nous expliquer peut-être déjà dans un premier temps pourquoi Bank of America s'est engagé sur ce sujet et puis comment vous vous êtes organisé pour répondre à cet enjeu de blended finance? D'abord, merci avant tout.
Donc merci avant tout. Donc vous avez raison, Bank of America, c'est l'une des plus grandes banques mondiales, c'est la deuxième capitalisation boursière. On est présent sur tous les continents pour servir nos clients. Les besoins, comme Amélie l'a mentionné, sont colossales. Quand on regarde l'Agence internationale de l'énergie, on a bien dit 4 trilliards de dollars par an pour le financement de la transition. Bank of America a mobilisé et va mobiliser d'ici à 2030 1,5 trilliard de dollars pour le financement durable, dont 1 trilliard de dollars pour la transition environnementale et 500 millions de dollars pour tout ce qui est développement inclusif social. Donc, depuis cette annonce en 2021, c'est près de 560 millions de dollars qui ont déjà été mobilisés, cumulés, dont presque 320 millions de dollars sur la transition environnementale. Donc, comme je le disais, une partie de ces financements vont vers les pays émergents, mais notre stratégie, c'est de développer encore plus les financements qui vont vers ce secteur. Tout d'abord, ça se mesure en deux points principaux. D'abord, accompagner nos clients sur le domaine de financement de projets à l'international, surtout au Brésil, en Inde, en Afrique, parce que c'est fondamental, et aussi structurer des opérations financières dédiées aux objectifs de développement durable sur les marchés financiers, les marchés émergents, et comme accompagner certains États, par exemple dans l'émission de dettes obligataires vertes ou de financement durable, afin aussi d'échanger des dettes souveraines pour des investissements pour préserver la biodiversité et la nature. Donc vous l'avez souligné, notre président Brian Moynihan fait aussi co-préside le ce qu'on appelle le Sustainability Market Initiative, qui a été lancé en 2019 par le roi Charles III, qui est organisé pour prendre des acteurs internationaux de tous les secteurs d'activité. Donc il y a plus de 1000 personnes, des CEO, des philanthropes dans plus de 80 pays pour mobiliser sur le secteur privé des financements pour le financement durable. Donc on parlera après des autres organisations où justement on mêle le secteur privé et le secteur public pour mobiliser tout l'argent. Amélie disait, l'argent est là. Ce qu'il faut, c'est proposer des projets et surtout s'assurer qu'il y ait des garanties pour que le secteur privé puisse faire partie de tout ça. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Lionel Zinsou. Effectivement, on voit depuis le début de cette table ronde que finalement le constat de cette manne financière qui est présente mais qui en même temps pose des questions quant à sa capacité à être mobilisée. Quel constat posez-vous par rapport à la nécessité aussi de pouvoir mieux financer le continent africain et par rapport à ce qu'on vient de se dire, et comment abordez-vous ces questions pour avoir justement cette vision globale et moins morcelée en fait des besoins en financement? Oui, d'abord, bonjour à tous. Écoutez, moi je suis plutôt dans une version optimiste sur le fait qu'on va faire des grands progrès et trouver des grands instruments. Et je suis optimiste depuis peu de temps. Mais je trouve qu'il se passe avec de nouveaux acteurs, de nouvelles chances. Vous avez parlé des grandes banques universelles, vous avez parlé des marchés financiers, on pourrait parler des compartiments d'obligations vertes ou vertes et sociales. Enfin, je pense qu'il y a un phénomène vraiment nouveau qui est une prise de conscience des opinions publiques et des décideurs décentralisés et des chefs d'entreprise. Ça, c'est pour la partie optimiste, et on pourra citer des exemples où le financement hybride, mixte, blended, est en fait en train de prouver qu'il se développe. Toutefois, il y a une ou deux choses qui me frappent dans ce que nos copanélistes ont dit. Tout ça, c'est quand même pas du tout des questions nouvelles. Donc moi, ce qui m'inquiète dans un pays dont parfois certains, dans un continent dont parfois certains trouvaient qu'il restait un peu immobile et avait du mal à entrer dans l'histoire, mais enfin, quand on est africain, on trouve que ça pourrait aller tout ça beaucoup plus vite. Il y a un problème de temporalité parce que on ne tombe quand même pas des nues. Alors j'ai deux souvenirs. Souvenir avec monsieur Rémi Rioux, ici présent, qui devait travailler au Trésor
sous présidence française du G20, où il y avait un rapport qui avait été confié pour les chefs d'État à monsieur Bill Gates, important philanthrope, et à un financier afro-français et britannique de métier, Tidjane Thiam, qui était à l'époque le patron de Prudential. Sur quels instruments nouveaux pour toutes les transitions, en fait. C'était un petit peu moins climatique, peut-être un petit peu plus développant, mais enfin, le climat était déjà là-dedans. Et on avait soulevé dans ce panel, High Level Panel, on avait soulevé la question de mobiliser des ressources privées. Donc c'est pas quelque chose qui est né uniquement en juin 2023. Et les remèdes ressemblent beaucoup à ce qu'on s'est raconté sous l'impulsion de Madame la Ministre en juin dernier. Notamment, on avait dit il faut utiliser les banques de développement, notamment multilatérales, pour qu'elles fassent plus de leviers, qu'elles fassent plus de garanties, parce qu'on va avoir moins d'argent public et plus de besoins. Et ça valait pour les agences bilatérales, etc. Tout à l'heure, Rémi disait tout ça est quand même assez nouveau pour les banques de développement. Un petit peu moins, par exemple, pour l'AFD, qui doit faire 50% d'actions pour le secteur privé, dont une partie avec le secteur privé. Bon, enfin, il y en a qui sont assez fermés. Et alors, la réponse du président de la Banque mondiale, Monsieur Zoellick, ce jour-là, au sommet de Cannes, c'est bien sûr que non. Nous n'allons pas garantir, nous n'allons pas, au fond, faire en sorte qu'on s'allie entre DFIs, ça c'était encore complètement pionnier, ou bien alors avec le secteur privé, parce que ça représentera des engagements hors bilan, on va perdre notre triple A. Donc c'est très clair, c'est non. Du coup, ça recoupe un des sujets qu'on verra probablement plus tard dans la discussion. Oui, mais vous voyez, c'est amusant parce que aujourd'hui, ça nous paraît l'actualité la plus chaude. On revient de Washington en se disant on fait des progrès. Enfin, les idées ne sont pas très neuves. Ce qui est nouveau, c'est la conscience des opinions publiques. C'est la conscience des dirigeants politiques. C'est là qu'il y a un peu d'optimisme. Mais sur le fait qu'on ait besoin d'inventer des concepts, j'ai un deuxième souvenir. Le 22 février 2022, un peu avant l'invasion en Ukraine, sommet Union africaine, Union européenne. Et la question, c'est est-ce qu'une partie des droits de tirage spéciaux pour sortir du Covid vont pouvoir aller aux banques de développement? Et la réponse est non. Et elle est exprimée par la directrice générale du Fonds monétaire international et la présidente de la Banque centrale européenne. Non, parce que si on confie à la Banque africaine de développement, la Banque asiatique, si on confie des fonds propres, ils vont aller sur le marché et avec une allocation de 100 milliards, ils vont faire entre 500 et 700 milliards parce qu'ils sont doublés ou treblés. Et ça nourrirait l'inflation mondiale. Et c'est comme ça que la Banque africaine de développement et tous les autres DFI africains se sont trouvés exclus. Bon, ça a un peu changé, notamment, spectaculairement, au moins dans le discours, par les mêmes personnes, en juin dernier. Mais vous voyez, c'est pas du tout des idées très neuves, elles sont très fortes. Heureusement, elles sont portées par les opinions publiques. Et les nouveaux acteurs, c'est intéressant que M. Bill Gates soit déjà là en 2011 pour dire qu'il allait contribuer. Parce qu'on a besoin de gens qui achètent le risque. Et comme disait Rémi tout à l'heure, ça peut être les établissements publics pour mobiliser de la finance privée, pour la dérisquer, mais les philanthropes commencent à être vraiment très importants, et notamment vers les pays en développement et les pays émergents. Cela dit, c'est pas très simple de faire en sorte que les fonds publics, et encore plus les fonds philanthropiques, servent à garantir un niveau de profit à des acteurs privés. Et là encore, il va falloir accepter ce concept qui est perçu par beaucoup d'ONG, beaucoup de forces politiques, comme assez monstrueux.
Très bien. Je vous remercie pour cette prise de parole, effectivement, qui fait écho derrière un autre sujet qu'on pourra aborder, qui est la question en fait des enjeux et des défis à relever maintenant. Peut-être avant, je vais rester déjà sur cette note d'optimisme et pour aller en ce sens, me tourner vers Vanessa Holz et Rémi Rioux et vous-même pour avoir peut-être quelques exemples concrets opérationnels sur le terrain de ce que permet la Blended Finance. Oui, effectivement, on est très investi. Donc, on travaille aux côtés de tous les acteurs, que ce soit les organisations philanthropiques que vous mentionnez, les banques multilatérales et évidemment les gouvernements pour développer toutes les transactions et s'assurer qu'on peut contribuer au financement. Récemment, on a structuré la toute première dette d'échange, dite dette nature, en Afrique continentale pour refinancer 500 millions de dollars de la dette souveraine du Gabon. En échange, la République du Gabon s'est engagée à développer et à mettre en place des fonds pour préserver les océans, pour préserver 30% de ses côtes et évidemment l'eau de source. Donc c'est des projets concrets, mais ça n'aurait pas été possible sans évidemment l'investissement des banques de développement, notamment la Banque de développement américaine, qui a donné évidemment des garanties sur les risques politiques à une hauteur assez importante et qui a permis justement de remonter la note de cette dette à du AA2. Ça a attiré et rassuré les investisseurs et ça c'était fondamental pour que cette émission soit effectivement est un succès permanent. Dans le domaine social, on a aussi accompagné l'émission d'une émission obligataire par la Caisse régionale de refinancement hypothécaire en Afrique. Cette opération permet à des personnes à des revenus faibles d'accéder au logement et d'améliorer leur logement. Ça a été fait au Bénin, au Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et d'autres endroits. Cette transaction, en fait, utilise une garantie de crédit. Et encore, la Banque de développement de financement aux États-Unis, DFC, a permis cette obligation en euros. Donc c'est à la fois donc le secteur privé et le secteur public. Et dans le domaine énergétique, on peut citer aussi l'opération réalisée avec le consortium énergétique du Punta Cana. Ça, c'est un prêt destiné à permettre l'expansion et l'exploitation de la production d'énergie solaire et aussi l'installation et la construction de la première installation de recharge de véhicules électriques et l'électrification d'une zone importante. Encore une fois, avec l'aide de la Banque de développement de l'Amérique latine. Donc, encore une fois, c'est des exemples. Ce ne sont que quelques exemples, mais c'est des exemples très concrets de la mise en place et de la structuration de ces transactions financières qui permettent le secteur privé et l'émission par les États de leurs dettes dans le but d'aider à la transition environnementale. Merci beaucoup. Je me tourne vers Rémi Rioux. Peut-être vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur les outils que vous pouvez mobiliser aussi de façon très opérationnelle. Je reviens sur mon point et dans la suite de ce que dit Lionel. Bien sûr, tout ça est dans l'air depuis. Ce qui est en train de changer, c'est le fait que ça devienne un mandat, en fait. Encore une fois, c'est-à-dire les acteurs, vous tous, nous, on ressent ce besoin. On a fait des pilotes, en fait, depuis longtemps sur ce type de mécanisme. La vérité, c'est qu'on n'en a jamais eu jusqu'à présent le mandat. J'entends un mandat avec des KPIs, avec des objectifs dans le pilotage de nos agences, en fait. Et ça, c'est en train d'arriver, puisque même le gouvernement français, moi, m'a demandé pour 1 euro d'argent public, il faut 1 euro d'argent privé. Pour notre filiale Proparco. Et après, c'est aux politiques, évidemment, de fixer le curseur, encore une fois, entre ce que personne va financer et qu'il faut financer, et là où on peut faire levier. Et une fois qu'on a ce mandat, je dirais ce qu'on peut appeler blended finance, les instruments qu'on a expérimentés sont multiples. Je les rappelle simplement. Bon, la façon la plus simple quand même de mobiliser de l'argent privé pour aller au Burkina Faso, faire des énergies renouvelables ou de la biodiversité au Brésil ou ailleurs, c'est de faire grossir les banques publiques de développement. Ça, c'est notre métier. Hein. Donc, je rappelle, l'AFD, nous, on va mobiliser entre 9 et 10 milliards d'euros de financement chaque année, dont d'ailleurs aujourd'hui plus de 50% sont durables, en fait, selon une méthodologie précise avec des projets en face. Donc imaginez que on ait les fonds propres et la capacité de lever beaucoup plus
Et encore une fois, pas que l'AFD, tout le système des 530 banques publiques du développement. Bon, ça c'est du côté du passif, mais ça fait des bons investissements. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est à l'actif. Donc là, évidemment, tout mécanisme d'investissement dans des fonds, en encore investor, tout mécanisme de cofinancement va aussi permettre de prendre notre part du risque et du financement des investissements. Ce qui est en train de... Alors là aussi, il y avait plein de règles qui ne nous incitaient pas à le faire. Ce qui est intéressant, c'est hors bilan les outils de garantie maintenant, qui sont en train de grandir. D'ailleurs, la Banque mondiale a décidé, vous savez, de mettre dans l'une de ses institutions qui s'appelle MIGA, tous ces outils de garantie qui étaient un petit peu éparpillés dans les différentes parties de la Banque mondiale. Nous, on a expérimenté ça depuis très longtemps avec des outils qui s'appellent ARIS. On a dérisqué comme ça plus de 3 milliards d'euros de financement depuis 10 ans. Voilà. Et puis, évidemment, la dernière chose, et là, on a besoin d'argent, de subventions, on a besoin des philanthropes, c'est tout le travail qu'il faut faire sur le cadre réglementaire, les méthodologies, appuyer les banques centrales, appuyer tous les autres acteurs d'un système financier pour que même quand nous, on ne vient pas en garantie, en investissement, en cofinancement, en émission obligataire, l'argent privé coule tout seul. Finalement, nous sommes toujours complémentaires pour amener des incitations, accélérer des dynamiques qui sont in fine qui repose sur les bonnes politiques publiques pour le climat et puis le bon cadre de régulation financière et de mesure du risque qui s'attache aux pays dont on parle. Et ça, les banques publiques peuvent faire beaucoup, notamment ce qu'on commence à faire. On n'est pas encore au bout de diffuser, de mettre dans le marché toute l'information et l'analyse du risque qu'on fait toute la journée dans des pays où les agences de notation ne sont pas implantées. Donc, les institutions qui savent le risque Burkina Faso ou Colombie et qui analysent des projets, et qui jusqu'à présent gardent ces informations quand même très largement pour elles-mêmes, ou au mieux se les partagent, c'est le programme James entre elles, il faut qu'on donne cette information aux acteurs privés pour que eux-mêmes fassent la meilleure évaluation du risque possible. Voilà, quelques exemples. Merci beaucoup. On voit bien effectivement que cette notion de cadre et de mobilisation des financements privés aux côtés des financements publics soulève toute une série de défis à relever. Amélie de Montchalin, peut-être, quels sont selon vous les sujets qui sont vraiment urgents à traiter aujourd'hui ? Alors pour aller dans le sens de Rémi et prendre un peu de recul, bon, je vais vous dire un poncif, mais 2008 est arrivé avant 2015. 2008, c'est l'année où, avec le G20, tout le cadre réglementaire et financier, prudentiel financier mondial a été revu. C'est le G20 de Londres, c'est le nouveau BAL 3, c'est le nouveau cadre Solvabilité 2, c'est tout le nouveau cadre que l'AMF, que l'ACPR, que la BCE aujourd'hui, le comité de Bâle et un certain nombre d'institutions mettent en œuvre. Sauf que c'était 7 ans avant l'accord de la COP 21. Et donc quand, en 2015, est signé l'accord de Paris, il y a un paragraphe très connu qui dit qu'il faut aligner tous les flux financiers du monde pour atteindre cet objectif. Mais il y a quelque chose qui ne s'est pas produit, et c'est pour ça d'ailleurs que Jean et ses collègues travaillent depuis, c'est que personne ne s'est dit ça vaudrait le coup qu'on regarde si le cadre financier et prudentiel réglementaire qu'on a créé il y a 7 ans est le bon pour arriver là où on veut aller. Et donc si on regarde aujourd'hui, on est donc 7 ans après la COP 21, 8 ans après la COP 21. Si on regarde ce qui s'est passé, il faut quand même être bien conscient que jamais les flux financiers émanant des pays de l'OCDE et allant vers le reste du monde n'ont été aussi faibles. Ce qui veut dire que probablement, dans les conséquences non volontaires de ce cadre 2008, eh bien, il y a des choses qui empêchent l'argent, comme disait Rémi, naturellement, d'aller vers des économies qui ont aujourd'hui beaucoup besoin de ces investissements. Et si on regarde le sujet de la finance mixte, je vais vous donner 4 exemples de choses qu'il faudrait qu'on corrige rapidement, qui ne sont pas de nature à mettre en danger la stabilité financière mondiale, qui ne sont pas un agenda de dérégulation, mais qui sont un agenda d'ajustement. Le mot blended finance, le concept de finance mixte,
aujourd'hui, il n'existe pas dans la régulation financière. Il existe dans nos panels, il existe dans nos discussions, mais qu'est-ce qui ne s'est pas produit, Lionel, depuis ces discussions? C'est que la finance mixte telle qu'on en parle, c'est de la titrisation. Et vous vous souvenez tous que ce qu'on a bien fait en 2008, c'est qu'on a bloqué toute nouvelle bulle financière émanant de la titrisation. Ce qui veut dire que quand l'AFD donne une garantie à un projet privé et que ça se retrouve sur le bilan de ma voisine Bank of America, aujourd'hui, le superviseur et le régulateur n'ont pas d'instrument pour différencier cette garantie publique de la California Real Estate Mortgage Bank qui ferait elle-même de la titrisation avec un autre acteur privé. Ça, c'est une chose qu'on doit changer urgemment. Parce que si on veut développer de la blended finance assise sur le bilan public des agences de développement, de la Banque mondiale et de ses filiales, eh bien, il faut absolument que le régulateur financier, quand ces outils titrisés de facto, ça ressemble à la titrisation, arrivent sur le bilan des banques et des assureurs, eh bien, on ne voit pas ça comme quelque chose qui est en train de créer du risque financier. Donc d'abord, il faut que la blended finance existe dans le cadre prudentiel et réglementaire mondial, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La deuxième chose qu'il faut qu'on change, c'est qu'il reste dans ces cadres un certain nombre de règles qui sont non pas des règles de risque, mais des règles de géographie. Dans Solvabilité 2, si vous investissez dans un projet d'infrastructure dans un pays de l'OCDE, vous mettez 25% de charge en capital. Si vous avez le même projet dans un pays qui n'est pas dans l'OCDE, vous mettez 49% de charge en capital. Pour ceux d'entre vous qui connaissez bien l'Amérique latine, la Colombie est dans l'OCDE, 25%. L'Uruguay n'est pas dans l'OCDE, 49%. Quiconque connaît l'Amérique latine, c'est que, a priori, vu d'assez loin, même d'assez près, c'est moins risqué d'aller en Uruguay que d'aller en Colombie. Et pourtant, les règles aujourd'hui ont encore des paramètres géographiques qui ne sont pas des paramètres de risque. Troisième élément, toute la régulation financière de 2008, elle a essayé de rétrécir les horizons de temps. Plus on investit longtemps, plus a priori ça porte de risque, c'était la vision, et donc plus on essaie de rapprocher pour essayer de tenir la stabilité financière. Le problème, c'est qu'il y a un besoin énorme qui s'appelle l'électrification. Il faut créer des réseaux électriques massifs, majeurs, qui coûtent très cher, qu'on ne pourra pas amortir en 7 ou 8 ans. Et donc, si les horizons de temps de nos mécanismes prudentiels et réglementaires ne sont pas plus longs, il y a beaucoup de projets qu'on ne peut pas financer sur les bilans privés. Or, les bilans publics, on a beau les élargir, les augmenter et approfondir nos efforts, nous n'avons pas l'argent public pour recréer des réseaux électriques dans la plupart des pays. Donc, il faut de l'argent privé, mais donc, du coup, il faut que la régulation financière s'aligne. Et puis, dernier point, ce que a dit Rémi est essentiel. Pourquoi le coût du capital est si élevé dans beaucoup de pays en développement? Parce que nous manquons d'informations et que le risque perçu n'est pas celui qui est effectif. Les banques publiques le savent. Les taux de défaut de l'Agence française de développement quand vous investissez ou co-investissez en Angola, au Burkina Faso ou ailleurs, sont finalement plus faibles, bien plus faibles que ce que les agences de notation privées peuvent indiquer. Et donc, le programme GEMS, la Banque mondiale, ont commencé à mettre sur la place publique beaucoup de données pour que les marchés financiers puissent recalibrer leur perception du risque. C'est essentiel, parce que si on considère que le risque souverain des pays est le risque des projets qui se passent dans ces pays, eh ben on est en train, au fond, de limiter la capacité d'investissement dans les énergies renouvelables. Pour être très clair, un projet d'énergie renouvelable en Angola devrait pouvoir être mieux noté que l'Angola s'il bénéficie d'une garantie de la Banque mondiale. Je salue dans la pièce la présence de certains représentants des agences de notation qui essayent de changer leur méthodologie. Je pense qu'il faut qu'on les encourage et que les régulateurs soient bienveillants avec ces nouvelles méthodologies. Si on continue de considérer que le risque des projets est le même que celui des pays, dans de très nombreux pays émergents grâce aux garanties de la Banque mondiale, c'est l'inverse. Les projets font moins défaut que les pays, et pourtant, ils sont moins bien notés. Donc là, on a une vraie difficulté conceptuelle. Ces 4 éléments-là, si on ne les change pas très rapidement, eh bien, je crains, Lionel, que dans 10 ans, malheureusement, on soit toujours en train de se dire que c'est pas une idée nouvelle, qu'on en parlait déjà, mais que malheureusement, on n'est pas à l'échelle. Merci beaucoup. Peut-être pour réagir, Vanessa Holtz, le point soulevé sur la notation des projets et le rôle des agences de notation rejoint aussi évidemment la façon dont on évalue le risque. De votre côté, comment vous mettez en place cette évaluation du risque et qu'est-ce qui peut influencer finalement cette décision au regard de ce qui vient d'être dit?
Je crois qu'Amélie a bien résumé. Évidemment, quand on va sur un projet de financement, surtout dans les pays émergents, on a besoin d'un track record, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir un accès aux données pour savoir quels sont les taux de recouvrement, les taux de défaut et les risques crédits de pays. Et avoir accès à ces informations est crucial. Parce qu'en général, lorsqu'on n'a pas de visibilité, on n'a pas d'accès aux informations, la règle de prudence prime, c'est-à-dire qu'on va vers les hypothèses les plus conservatrices, qui nous empêchent évidemment d'aller sur le financement de certains projets. Quand on regarde le risque au niveau des banques, on regarde le risque pays, le risque crédit, le risque de technologie environnementale, évidemment aussi le risque de réputation. Donc ça, c'est un point fondamental. Donc l'accès aux données est fondamental et surtout, ça nous permet d'investir dans des projets. On a vu d'ailleurs récemment des progrès à ce sujet avec les groupes de la Banque mondiale qui a donné accès à certaines informations. Ça a été dit déjà la semaine dernière, donc on a vu ça a été un point important. Maintenant, aux banques d'analyser aussi quelle est la granularité de ces informations et la possibilité de les utiliser. Donc ça, je souligne que c'est un premier point important. Au-delà de la Banque mondiale, il y a évidemment des données, vous le mentionnez avant, où l'AFD a contribué, notamment avec le consortium GEM, donc qui publie le rapport agrégé de données qui vont évidemment nous servir pour la transparence et la visibilité de ces risques. Et puis, évidemment, ce qui est important, c'est les outils de de-risking dont on a parlé, c'est-à-dire les garanties qui sont données pour pouvoir investir dans un projet et aussi les investissements subordonnés qui absorbent les premières pertes en cas de défaut. Ça, c'est extrêmement important. Ça peut être fait notamment par les ONG ou par les banques mondiales, mais ça, c'est un point qui permet aux investisseurs privés de rentrer dans une opération avec une confiance un peu plus importante. Donc, voilà les points. Merci beaucoup. Et du coup, ça va me permettre de faire le lien effectivement avec vous, Lionel Zinsou. Vous nous indiquiez d'une part l'arrivée de nouveaux acteurs et en même temps les opportunités qui sont offertes avec cette arrivée en termes de justement de de-risking. Peut-être vous pouvez réagir sur les propos de Vanessa Holz. Oui, c'est exactement ce que vous venez d'expliquer, Madame. C'est une alliance. C'est pas des partenariats publics-privés, il y a un quatrième P, ce sont les philanthropes. Et alors les philanthropes sont prêts à acheter les premières pertes, à couvrir les premières pertes lorsqu'il s'agit de fonds de dette, de fonds de crédit. Pour ce faire, comme ça n'est pas leur logique de subventionner des profits privés, il faut interposer une fondation. Donc nous, on a essayé de fabriquer donc un pilote qui est un fonds où il y a WRI, le Bezos Earth Fund, le Bill and Melinda Gates Foundation, pour, participant à une fondation, être prêt à assumer les premières pertes de ce premier fonds de nouvelles finances hybrides. Deuxième compartiment, les banques de développement. En l'occurrence, la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, qui est AA et qui va sur les marchés à des niveaux de taux qui sont très bons, très bas, et qui, du coup, va permettre d'abaisser les taux d'intérêt ou de pouvoir assumer un coût du risque un petit peu plus élevé. Et avec cela, on essaye maintenant de faire le marketing auprès des investisseurs qui peuvent être soutenus dans leur détermination par le fait qu'ils ont besoin de montrer également qu'ils sont en termes d'ESG très engagés, donc ça peut être une incitation. Elle est assez faible pour l'instant, mais enfin, c'est quelque chose, mais qui, au fond, ont un certain confort sur le fait que le risque, qui est perçu à l'excès probablement, mais enfin, le risque est couvert et acheté. On va voir, c'est le moment de vérité, parce que les philanthropes ont signé, les DFI signent, et d'ailleurs, à Dubaï, à la COP28,
le groupe de la Banque mondiale a annoncé exactement le même concept, en partie avec les mêmes philanthropes, qui sont tous américains, hein, pour des raisons de fiscalité. Et c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de fondation européenne de ces dimensions, parce qu'il n'y a pas de mécanisme de fiscalité qui remplisse ces fondations, à la différence des États-Unis. Mais enfin, il se trouve que ceux-là ont signé. Il faut voir si le groupe de la Banque mondiale, qui a un objectif de 11 milliards, piloté par la SFI, et qui a exactement donc les mêmes ingrédients, va pouvoir effectivement collecter des fonds privés. Si ces 4 P fonctionnent, je pense que ce sera vraiment un outil vraiment important. Encore du coup une notion d'optimisme dans vos propos. Oui, avec toujours quand même la temporalité qui m'obsède. Je ne sais pas pourquoi les Africains deviennent si impatients, mais enfin, voilà. Et je voudrais ajouter aux 4 points d'Amélie peut-être 2 considérations. C'est que, en dehors de subventionner et d'acheter les pertes, c'est pas mal d'utiliser des crédits carbone, par exemple, dans toute une série de projets. C'est tellement fragile aujourd'hui qu'il suffit d'une campagne dans le Guardian ou d'une campagne de Greenpeace pour pointer le doigt sur des fautes de certificateurs et des gens qui en ont profité, qui n'ont pas vraiment tout à fait conservé ce qu'ils disaient qu'ils conservaient, mais qui ont quand même obtenu des certificats, pour que le marché aujourd'hui des crédits carbone soit vraiment dévissé, et des projets qu'on pouvait faire par exemple en agroforesterie, avec un aspect social très important, sécurité alimentaire côté agro, et de puits carbone côté foresterie, eh bien, ils ne sont plus bancables parce que le marché, qui n'est pas suffisamment régulé, ne l'a pas été. Donc je pense que ça, c'est vraiment un 5e point, ne pas laisser quelque chose qui est essentiel. Il est évident pour tout le monde que dans le temps, on va avoir besoin de crédits carbone de plus en plus et qu'ils vont devenir de plus en plus chers. À aujourd'hui, c'est quand même la moitié de ce que c'était il y a 18 mois et ça rend les projets non bancables. C'est quand même une petite question. Et le 6e point pour Amélie, comme ça on va faire quelque chose d'hybride, tous les deux, c'est qu'une fois qu'on aura collecté les ressources, les pays les plus vulnérables ne sont pas capables de les absorber. Et si vous regardez l'Afrique, il y a des performances remarquables de l'Afrique du Sud, de l'Égypte, du Maroc. Mais il y a 50 pays qui ne sont pas à même, parce qu'ils n'ont pas la fiscalité, ils n'ont pas le droit des concessions, ils n'ont pas toute une série d'instruments. Et donc, je pense qu'il faut également, en aide publique au développement, cette fois-ci, créer la capacité d'absorption. Vous savez, déjà sur l'aide publique au développement bien rodée, un pays comme le mien, c'est caractéristique de la région, il a du mal à absorber 50%, y compris des dons. Y compris des dons. Absorber des dons, ça a l'air facile. Enfin, tout le monde dans la salle. Il y a une question de la capacité d'absorption capable d'absorber des dons. La dette, la equity, c'est peut-être différent. Mais on a vrai besoin de rendre les projets bancables. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir financer. Sinon, ça va être quelque chose d'extraordinairement polarisé entre pays de l'OCDE et une petite sélection d'émergents. Mais le problème, c'est que, si vous voulez, le puits carbone, il est en Afrique centrale, pas en Afrique du Sud, et le besoin de reforestation est en Afrique de l'Ouest. Les plus vulnérables pourraient aussi être les plus contributeurs. Merci beaucoup. Je note également que les crédits carbone peuvent être une source de financement en lien derrière avec tous les grands enjeux qui ont été mentionnés. Peut-être, Jean Boissineau, à votre sens aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses à ajouter par rapport à ce qui vient d'être dit ou peut-être il y a une question aussi d'avoir une vision encore un peu plus large du sujet? Oui. Alors, je vais être le pessimiste de la table. Ça fait 25 ans qu'on en parle à la Blended Finance. Pour moi, l'émergence du concept, c'est le début des années 2000. C'est le chief economist de la Bird. C'est un papier très intelligent. Et depuis, qu'est-ce qui se passe? On fait de la haute couture.
Et le vrai sujet, c'est d'arrêter de faire de la haute couture où chacun se dit « je vais avoir le succès de la collection de cette année » pour passer au prêt-à-porter. Et le maître mot du NGFS, vraiment, c'était la conclusion de notre travail, c'est à un moment, good enough is enough. C'est pas la peine de chercher à raffiner encore. Il faut probablement s'arrêter avec ce qu'on a, parce que on a pas mal des briques qui fonctionnent. Au passage, je voudrais tuer une autre idée, celle qui n'a pas assez de projets. Ce qu'on commence à voir, c'est que les efforts de capacity building en bon français de ces 10 dernières années commencent à porter leurs fruits, et je me tourne vers Rémi qui me démentira peut-être, mais c'était un sujet il y a une dizaine d'années effectivement de trouver des porteurs de projets qui tiennent la route, c'en est beaucoup moins aujourd'hui. Peut-être pour rebondir sur les questions réglementaires, et je partage beaucoup de ce qu'Amélie a dit, mais en fait là encore on bute sur le fait qu'on fait de la haute couture. Donc en fait, comme on fait de la haute couture, à chaque fois on repart de zéro et on fait très compliqué, et donc on n'a pas grand chose de standardisé. Donc il y a certainement pas mal d'ajustements à faire en stabilisant un certain nombre de choses. Là-dessus, je voudrais tout de même juste poser un petit point d'attention qui est celui du fonctionnaire qui a passé ces 15 dernières années à essayer de faire repartir le marché de la titrisation en Europe à coup d'injonctions et d'initiatives réglementaires. L'herbe ne pousse pas quand on tire dessus. Je pense qu'il faut qu'on ait des deals et des deals qui marchent, et une fois qu'on aura des deals et des deals qui marchent, on se posera la question de comment on ajuste réglementairement pour massifier. 2 derniers points, si je puis me permettre. On a besoin d'un écosystème de solutions et d'un écosystème d'acteurs. En fait, le vrai enjeu, c'est de faire travailler ensemble beaucoup de gens. Je ne vais pas faire la liste de tous ceux auxquels on pense évidemment. On a parlé des MDB, on a parlé des agences de développement, on a parlé des investisseurs institutionnels, des porteurs de garanties, des agences de notation, et je souscris tout à fait au fait que chacun d'entre eux a besoin en fait de comprendre que son travail s'insère dans celui des autres. En fait, c'est aussi souvent un problème de ce type. Et puis il y a le sujet des porteurs de projets et des autorités locales, ce qui m'amène à souscrire absolument à ce que vient de dire Lionel Zinzou sur le besoin de nuance et de précision. Les financements mixtes, la blended finance n'est pas la solution à tout et ne sera pas la solution à tout. Il y a des pays pour lesquels ça sera très simple, il y en a d'autres pour lesquels ça n'est probablement même pas la peine d'essayer, notamment parce que on parlait de problèmes d'absorption, mais on pourrait aussi parler simplement de problèmes de déséquilibre macroéconomique en essayant de massifier les flux. Et moi, j'ai un dernier peut-être chose que je voudrais ajouter à ce débat, en étant conscient que je consomme les dernières secondes, mais voilà, c'est le fait que si on se place du point de vue des pays qui doivent recevoir ces flux, ou plutôt ces pays dans lesquels ces projets doivent être faits, une bonne partie de ces projets n'ont pas forcément besoin, ou ne sont pas forcément très bien financés en monnaie, en euros, en dollars, etc. Le sujet du financement en monnaie locale, et au passage, d'ailleurs, le sujet du développement financier de ces pays, c'est une véritable préoccupation. Et du point de vue du banquier central qui opère en Afrique de l'Ouest ou en Asie du Sud-Est, c'est un vrai sujet. C'est probablement le sujet le plus important, de faire en sorte que la blended finance soit pas seulement l'occasion d'apporter de l'argent. Aujourd'hui, c'est l'occasion de faire des deals. Il faut qu'on passe au niveau du système, il faut en plus qu'on se dise on peut avec ça faire plus que simplement financer des projets, mais aussi contribuer au développement financier de ces pays. Je vous remercie. Alors du coup, on est un peu en retard, mais j'aimerais bien juste faire réagir à la fois Vanessa Holz puis Rémi Rioux pour conclure la table ronde, et on pourra bien évidemment continuer ces échanges après. On voit bien du coup, Vanessa, d'après les propos de Jean, la nécessité d'avoir cette coordination au niveau des acteurs, et également l'engagement des acteurs locaux pour qu'il n'y ait pas de concurrence. Et en même temps, du coup, tout ça s'inscrit dans cette question de partenariat public-privé. Selon vous, comment on peut faire en sorte de développer encore plus ces partenariats publics-privés ? Bon, alors je vais aller très vite parce que je sais qu'on manque de temps, mais je vais résumer ça en 4 points. On en a parlé. Augmenter la part de l'aide publique au développement pour les financements mixtes, elle s'élève à peu près à 2%. Je pense qu'on a parlé de plutôt de 5 à 7%. Donc établir effectivement des KPI et des
des indicateurs de performance. Je pense que au FMI, on a déjà parlé justement d'une mise à jour de scorecard. Donc ça, c'est un point important. Je pense qu'il faut repenser aussi le modèle opérationnel des institutions vers l'origination. Donc les banques de développement parlent d'origination, de mise en place, mais on peut redéployer le portefeuille pour le refinancement vers le secteur privé. Ça aiderait à mobiliser plus d'argent pour les banques de développement et laisser le secteur privé prendre le relais sur des projets déjà opérationnels où le secteur privé est plus enclin à investir. On a parlé aussi d'une création d'une plateforme unique où toutes les banques de développement pourraient lister les projets de financement à mettre en place. Et aussi, très important, un enjeu de simplification sur les contrats de garantie, sur des contrats de garantie standardisés. Pour l'instant, c'est extrêmement difficile de naviguer avec les différentes garanties et les différents produits qui sont offertes, avec des produits qui sont en conformité avec les exigences réglementaires. Vous le mentionnez avant, c'est-à-dire qu'en fait, il y a effectivement des délais courts de remboursement ou des délais plus importants qui ne sont pas pris en compte dans le reflet sur les capitaux qu'on a à mettre en place, et aussi l'inconditionnalité de certaines garanties qui est extrêmement importante. Donc, une simplification, c'est fondamental. Je rejoins tout le monde. La perfection, souvent, est très difficile à mettre en place et c'est certainement ce qui empêche parfois d'arriver avec ce prêt-à-porter dont on parlait. Et à mon avis, c'est une des solutions fondamentales. Oui, donc tout à fait cette question de massification, de data, de standardisation, de cadre. On voit bien que ça va très au-delà du seul sujet des financements mixtes. Rémi Rioux, et ce sera le mot de la fin pour 2 minutes, pour éviter de trop déborder. Finalement, le développement des financements mixtes pose aussi la question d'une vision beaucoup plus large en fait du sujet, et c'est ce qu'on a vu tout au long de la table ronde. Quelle est votre vision des choses à l'AFD là-dessus? Bon. Amélie l'a dit, je le cite, souvenez-vous, moi j'étais l'un des négociateurs de l'accord de Paris, avec Laurent Fabius et Laurence Tubiana, on a fait un truc un peu gonflé, c'est-à-dire on a mis la transformation du système financier, non pas comme un moyen au service de la lutte contre le changement climatique, on l'a mis comme une fin en soi, c'est-à-dire dans l'article 2 de l'accord de Paris, qui est l'article le plus important où on explique les objectifs de la lutte contre le changement climatique. Il y a l'atténuation de 1A, l'adaptation de 1B, et de 1C, c'est rendre les flux financiers compatibles avec un profil d'évolution vers un développement, donc il s'agit bien de développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient au changement climatique. Donc notre mandat à tous dans cette salle, c'est la décision de nos autorités politiques en 2015, c'est ça. Donc on ne pouvait pas faire plus haut, et probablement, je suis d'accord que tout le monde n'a pas encore peut-être complètement entendu ce mandat. On peut pas faire plus solennel en fait que ça. Et ça oblige tous les acteurs des systèmes financiers de l'intégrer. Bon, évidemment, c'est pas sanctionné, c'est pas donc derrière. Il faut qu'il y ait toute la méthodologie, la plomberie qui s'y attache. Évidemment, les acteurs, je pense, qui ont entendu ce message le plus fort, ce sont les banques publiques de développement. Donc tout ce que vous voyez, en fait, toutes ces innovations, pour aller dans le sens du Lionel, je pense qu'il faut absolument que les banques publiques de développement maintenant viennent dans les marchés carbone, si on veut renforcer leur intégrité et si on veut avoir là aussi des projets, une génération de crédits carbone beaucoup plus abondant qu'aujourd'hui, et il faut qu'on vienne sur l'origination plus largement. Je suis pas tout à fait d'accord avec Jean, je pense que oui, il y a des porteurs de projets, ils sont peut-être pas exactement dans les pays dont Lionel parlait, et je pense qu'il faut pas quand même abandonner l'idée qu'on puisse faire des projets de protection de la nature ou d'énergie renouvelable au Bénin ou ailleurs. Et dernière chose, le Bénin est très avancé, je suis d'accord. Et dernière chose, attention, banque publique de développement, ça ne veut pas dire que l'AFD et les banques internationales. Le meilleur exemple que j'ai, c'est la banque de développement du Rwanda. Donc je vous raconte en une seconde. La banque de développement du Rwanda, elle a pris une partie de son allocation en subvention de la Banque mondiale AIDA pour garantir un Sustainability Linked Bond qu'elle a émis sur les marchés en monnaie locale. Et comme elle a émis un bond sur les questions climatiques et de développement durable, le gouvernement du Rwanda, après,
ah ben 18, il faut que je fasse une taxonomie pour ces investissements. La Banque centrale du Rwanda a mis en place un cadre de régulation adapté à ce type d'investissement. Les banques commerciales, Bank of Kigali ou d'autres, je sais que le Rwanda t'est cher aussi, cher Lionel, se sont mis à distribuer des prêts pour accompagner ces porteurs de projets. Donc vous voyez, quand je dis 2-1-C, c'est vraiment une responsabilité collective. Et il y a 11 trilliards d'investissements au nord, de formation brute de capital fixe. N'oublions pas qu'il y en a 11 aussi au sud. Alors pas beaucoup peut-être au Rwanda et au Bénin, mais enfin le système financier aujourd'hui il est de même taille au nord et au sud en matière d'investissement. Donc il y a 1000 façons d'aller le mobiliser et le tourner vers les bons investissements. Merci beaucoup et ce sera le mot de la fin. Donc de belles perspectives devant nous et merci à tous. We'll be right back.